Les Bahamas, une merveille insulaire dans les eaux sauvages de l'océan Atlantique. Un Éden sous-marin peuplé de grands et dangereux prédateurs. Vous pouvez ressentir la vitesse et la force. Si vous n'avavez jamais vu de requin en tant que plongeur, les Bahamas vous garantiront cette expérience. De voraces et doux géants. Des penseurs intelligents et rusés. Parfois, vous vous sentez un peu nerveux parce que c'est un animal malin. On ne sait jamais ce qu'il va faire. Des bancs spectaculaires de poissons. Des colonies de géants marins, tous pris dans un combat quotidien pour leur survie. Et de profondes et mystérieuses grottes sous-marines qui détiennent la clé des secrets du passé de la Terre et de son avenir. Les Bahamas, un paradis pour les amoureux de la nature. Répartis sur plus de 161 000 km² d'océan Atlantique, à environ 240 km de la côte sud-est de la Floride. Ces 3000 îles, îlots et récifs bordés de plages de sable blanc et de calmes eaux turquoises ont été forgés au fil de millions d'années. Les îles des Bahamas reposent sur deux bancs calcaires, créés par d'anciens sédiments marins, tels que le sable, et des squelettes de récifs coralliens, à environ 4 km de profondeur. Seulement 30 des 700 îles des Bahamas sont habitées par les humains. 27 parcs nationaux s'éparpillent dans tout l'archipel et assurent la protection de délicats habitats et d'espèces en voie de disparition, telles que l'iguane de roche. Les Bahamas font environ la taille de l'État de New York et abritent un éblouissant éventail d'écosystèmes. D'épaisses forêts, des mangroves sinueuses et des grottes sous-marines profondes et mystérieuses, connues sous le nom de Blue Holes, ce qui signifie « trous bleus ». Mais l'écosystème le plus impressionnant se trouve sous l'eau bleue pure. La troisième plus grande barrière de corail au monde mesure 300 km de long. Elle nourrit et abrite plus de 160 espèces de coraux et de poissons. Les eaux côtières peu profondes nourrissent d'anciennes créatures, parfaitement adaptées à la vie sur le fond sablonneux. Mais les eaux de l'océan appartiennent aux requins. Les Bahamas vous garantissent de voir des requins en direct. Donc si vous n'avez encore jamais vu de requin en tant que plongeur, les Bahamas sont pour vous. Quelques 40 espèces de requins naviguent dans les eaux bahamiennes d'un bleu clair. Les requins nourrices, les requins de récif et lorsque les eaux turquoises deviennent d'un bleu profond, l'un des grands vagabonds de l'océan, le requin océanique.
Les requins océaniques sont de lourdes créatures trapues, pouvant atteindre 170 kg pour 3 mètres. À ne pas confondre avec leur cousin plus petit, le requin corail. Les requins océaniques rôdent généralement dans les eaux profondes, loin du rivage. Ce requin reste proche de la couche supérieure de l'océan. Sa grande nageoire dorsale arrondie, brisant la surface, ses yeux sombres et sans vie, de la taille d'une balle de baseball. Le légendaire océanographe Jacques Cousteau a baptisé cet animal muet et puissant le plus dangereux de tous les requins. Cette croyance répandue découle de la pire attaque de requins de toute l'histoire. En 1945, un navire de la marine américaine, l'USS Indianapolis, a été coulé par un sous-marin japonais, laissant environ 900 hommes dérivés au large des Philippines. Les survivants de cette attaque ont décrit comment les requins océaniques avaient chassé pendant des jours les morts et les vivants. Les requins océaniques sont des animaux pélagiques. Ils habitent les régions marines qui ne sont ni à proximité du fond, ni près du rivage. Le grand large est comme un désert. Il y existe peu de vie et peu de nourriture. Pour y survivre, les requins océaniques doivent être d'audacieux chasseurs opportunistes, recherchant avec urgence toute source potentielle de nourriture. Certains requins vont cogner leur proie potentielle avant de fomenter une attaque. Et il circule des histoires au sujet d'intrépides requins océaniques qui encerclent et cognent les plongeurs mal à l'aise. Dans l'océan, économiser sa précieuse énergie est essentiel, surtout pour des créatures qui recherchent leur nourriture sans répit. Les requins océaniques nagent lentement, avec de puissantes pointes de vitesse s'ils poursuivent des proies rapides comme le thon, le barracuda et le marlin blanc. Impossible de se cacher dans cette vaste étendue de mer. Et les requins océaniques sont équipés de grandes dents crénelées triangulaires, utilisées pour serrer et déchiqueter leur proie. Comme tous les requins, le requin océanique a un sens aigu de l'odorat. Lorsqu'il nage, l'eau passe dans ses narines, sur la surface inférieure de son museau et à travers des cellules sensorielles, ce qui lui permet de repérer ses proies à l'odeur. Chose incroyable, chaque narine peut détecter les odeurs séparément. Le requin est même capable d'identifier la direction d'un parfum en se fiant à la narine qui a détecté l'odeur en premier. Les requins océaniques nagent entourés de poissons pilotes, dont on croyait autrefois qu'ils pilotaient les plus gros poissons vers leur proie. Les poissons pilotes suivent en fait les requins pour se nourrir des parasites de leur peau et des restes de nourriture. Ils économisent également leur énergie en faisant de l'autostop dans le sillage créé par les plus gros poissons.
Ce requin a une étiquette attachée à sa nageoire dorsale, ce qui permet à un chercheur de recueillir des informations sur son comportement. Parce qu'ils vivent très loin au grand large, les requins océaniques sont les moins étudiés de toutes les créatures marines. Une opération de marquage à grande échelle, dirigée par des chercheurs aux Bahamas, a conclu à des résultats surprenants. En quelques mois, les requins océaniques vont parcourir près de 2000 km avant de retourner à leur base bahamienne, une première preuve de migration de retour chez ces requins. La pêche commerciale du requin est interdite aux Bahamas. Mais quand les requins s'aventurent loin de ces îles, ils entrent dans des eaux dangereuses. Les requins océaniques sont souvent pris dans des lignes de fond prévues pour d'autres espèces. Les résultats de cette opération de marquage seront utilisés pour élaborer des stratégies de conservation du requin océanique. Autrefois, le requin océanique était l'un des superprédateurs les plus abondants de la planète. Mais il est maintenant considéré en danger critique d'extinction. La surpêche a entraîné d'énormes baisses dans sa population. Les requins océaniques sont tués cruellement et illégalement pour leurs ailerons, l'ingrédient clé, coûteux et destructeur de la soupe aux ailerons de requin. Chaque année, environ 70 millions de requins sont tués. Les Bahamas restent l'un des rares endroits où les requins océaniques prospèrent en nombre relativement élevé, sondant l'océan à la recherche continuelle de nourriture. Mais les requins océaniques ne sont pas les seuls requins à s'épanouir ici. Le requin de récif est l'un des plus grands prédateurs des eaux côtières tropicales au large des Bahamas. Atteignant jusqu'à 3 mètres et pesant jusqu'à 70 kg, les requins de récif ne sont pas dangereux pour les humains, à moins d'être provoqués. Ils sont l'attraction principale lors des plongées de requins, où des appâts sont utilisés pour attirer les requins à moins d'une longueur de bras des plongeurs. Ce n'est pas un animal dangereux. En raison de toutes ces références aux requins, les gens se sentent intimidés lorsqu'ils en voient un et pensent que quelque chose ne va pas. Mais j'encourage tout le monde à se sentir en sécurité lorsque l'on voit un requin de récif, parce que c'est un charognard et qu'il n'a aucun intérêt pour les humains. Si vous n'êtes pas un poisson mort ou malade, vous ne devriez avoir aucune inquiétude au sujet du requin de récif. Un requin, c'est magique, majestueux, élégant, excellent. Ça vous inspire une vague sensation de chaleur parce que c'est si beau. Ils glissent simplement dans l'eau. Ils ont ces petits yeux, ils vous regardent et ne s'intéressent pas à vous. Ils vivent tout simplement leur vie, comme de bons voisins. Alors, comment vous sentez-vous? Libre. L'expérience d'un face-à-face avec ces prédateurs majestueux est très populaire et le tourisme lié aux requins rapporte environ 40 millions de dollars par an à l'économie bahamienne. Tandis que les humains ne font pas partie de la chaîne alimentaire du requin de récif, une autre espèce n'est pas aussi chanceuse. La raie pastenague américaine est l'un des aliments favoris des requins qui rôdent dans ces eaux. Ce sont les plus grandes raies de cette partie de l'Atlantique, atteignant jusqu'à 2 mètres de diamètre. Bien qu'elles semblent en apesanteur, flottant parmi les algues marines, les raies pastenagues américaines pèsent leur poids, jusqu'à 90 kg. Contrairement à la plupart des poissons, la raie n'a pas de vessie natatoire, l'organe interne qui assure la flottabilité dans l'eau. Si la raie arrête de nager, elle coule au fond. Mais elle est parfaitement adaptée aux bancs de sable des Bahamas, se nourrissant de mollusques et de vers enterrés.
Sur son côté inférieur, des électrorécepteurs détectent les vibrations créées par la proie enterrée, que la raie découvre en soufflant de l'eau par la bouche et les branchies, et en agitant ses grandes nageoires pectorales pour soulever le sable. C'est un comportement alimentaire connu sous le nom d'exploitation hydraulique. La raie pastenague américaine est un poisson paisible, mais menacée, elle va arquer sa longue queue comme un scorpion pour poignarder ses prédateurs d'une pique venimeuse. Les plongeurs et les échassiers doivent faire preuve de prudence pour éviter une rencontre non désirée. Si vous traînez les pieds dans le sable et qu'une raie est consciente de votre présence, elle va juste s'éloigner. Mais si vous deviez lui marcher dessus, elle utiliserait sa pique comme mécanisme de défense. Apparemment, cela crée une sensation de brûlure très douloureuse, comme une piqûre de guêpe démultipliée. Pendant ce temps, près du littoral, se trouve l'une des créatures les plus particulières des Bahamas, la Cassiopea, ou méduse à l'envers. Comme leur nom le suggère, ces méduses vivent à l'envers au fond de la mer. Leurs ancêtres parcouraient les océans il y a 500 millions d'années. Les Cassiopea sont des agricultrices, offrant aux algues une maison entre leurs tentacules. Les algues utilisent la photosynthèse pour transformer la lumière en énergie, qui est ensuite absorbée par la méduse. En flottant à l'envers dans l'eau peu profonde, la méduse offre les rayons du soleil aux algues, obtenant ainsi un repas gratuit. Une seule Cassiopea est déjà un spectacle extraordinaire. Des millions de Cassiopea offrent une scène spectaculaire. Une prolifération dense de porpites luit dans le crépuscule marin. Ces méduses sont les plus courantes aux Bahamas. Elles éclatent en essaim à la fin du printemps, se nourrissant de crustacés zooplanctoniques et de larves de bernicles qu'elles piquent avec leurs filaments venimeux. Le déroulement de ces filaments est un véritable exploit de la nature. Chaque filament est armé d'une pique venimeuse qu'il peut tirer plus vite qu'une balle de fusil. Ces vastes essaims de méduses se rencontrent de plus en plus souvent dans le monde entier, soit partie intégrante d'un cycle naturel, soit le résultat du changement climatique. Au fur et à mesure que les océans se réchauffent, les embryons de méduses se développent plus rapidement et leur population explose. Elles n'ont peut-être ni cerveau, ni sang, ni cœur, mais les porpites peuvent être une vraie menace. Les nageurs peuvent traverser un essaim de larves invisibles sans même s'en rendre compte. Jusqu'à l'apparition de vilaines démangeaisons, causées par les piqûres des jeunes méduses, pas plus grandes qu'un grain de poivre moulu. Tandis que le crépuscule se fait nuit, un spectacle tout aussi envoûtant se déroule sur le récif. Des gorettes, par milliers. Vous vous sentez à votre place, vous êtes dans la vie vous entoure, et c'est ce que vous ressentez sous l'eau. Si vous vous déplacez lentement et calmement avec un grand banc de poissons, ils vous permettront d'être au milieu et vous vous sentirez entouré par la vie. Une vie très puissante. La mer ne s'arrête jamais, ne se fatigue jamais. C'est donc une sensation très particulière. Chaque soir, peu après le crépuscule, ces gorettes quittent le récif pour les fonds marins herbeux et sablonneux, où elles chassent de petits invertébrés des grandes profondeurs,
telles les crevettes, les crabes et les mollusques. Juste avant l'aube, elles retrouvent en masse la sécurité du récif. Les gorettes font partie des 150 espèces de poissons marins rattachés à ce patronyme. Comme leur nom l'indique, ces poissons font un bruit de grognement qui est causé par le broyage de leurs dents. Ce son particulier ressemble à celui du goret. Les créatures de l'océan luttent quotidiennement pour leur survie. Comme beaucoup de poissons, les gorettes nagent en banc pour se protéger des prédateurs. Cibler une proie individuelle dans un banc compact n'est pas chose facile pour un prédateur à orientation visuelle. Pour la gorette, le nombre apporte la sécurité. Ensemble, les petits poissons ressemblent à une créature unique, géante, aux yeux des prédateurs, tels que les mérous et les requins. Nager en banc aide également la gorette à trouver de la nourriture sur le fond marin sablonneux. Des milliers d'yeux valent mieux qu'une paire d'yeux et peuvent faire la différence entre être rassasié ou rester sur sa faim. Une autre raison pour nager en banc, économiser de l'énergie. Ceux à l'arrière du banc sont entraînés par le sillage créé par leurs voisins. Une économie d'énergie précieuse pour cette quête nocturne de nourriture. Les poissons en banc maintiennent ces superbes formations synchronisées en utilisant une ligne latérale. Des cellules le long de la tête et du corps, sensibles aux courants doux et aux vibrations. Quand un poisson nage, il déplace de l'eau, créant des ondulations. Lorsque ces ondulations touchent la ligne latérale d'un autre poisson, il peut détecter la direction et la vitesse de son voisin. Cela permet au banc de virer avec une précision étonnante et de resserrer étroitement ses rangs en présence d'un prédateur. Un nuage de sable est agité par l'un des plus grands prédateurs de ces eaux, le requin nourrice. Ces chasseurs des grandes profondeurs peuvent mesurer jusqu'à 4 mètres. Pour les plongeurs, se rapprocher d'un plus petit requin nourrice peut être grisant. Bien sûr, vous pouvez sentir leur puissance, leur vitesse et leur force. Ils peuvent ne mesurer qu'1,50 m, mais ils peuvent aussi nager très vite dans une onde de choc, quelque chose d'impossible pour un plongeur. Ils sont très paisibles et comptent parmi les plus belles créatures du monde sous-marin. Le requin nourrice est l'un des super prédateurs des Bahamas. Seuls de grands requins se nourrissent de ces chasseurs robustes. La nuit, il arpente le fond sablonneux utilisant un barbillon, un organe en forme de moustache près de sa gueule, pour détecter les crevettes, les calmars et les langoustes. Il les aspire dans sa bouche avec une force terrible et les avale tout entiers. Il expulse ensuite le sable inhalé à travers ses branchies. Tandis que la nuit se termine, le requin nourrice s'en retourne vers les plateaux submergés du récif pour se reposer avant la prochaine chasse nocturne. Un autre jour commence dans les Bahamas. Ces îles se sont formées sur une épaisse couche de calcaire, composée de sable et de bris de squelettes d'organismes marins. Le calcaire est poreux et l'eau salée des mers environnantes pénètre la roche sous la surface de l'île. Durant les précédentes périodes glaciaires, l'eau de pluie, rendue acide par le dioxyde de carbone présent dans l'air et dans le sol, s'est infiltrée dans la terre. Elle s'est mélangée avec l'eau de mer, érodant le calcaire pour former des dolines à des centaines de mètres de profondeur. Tandis que la terre s'est réchauffée et que le niveau des océans a augmenté, les dolines se sont remplies d'eau salée, créant de sombres et mystérieuses grottes sous-marines qui pourront peut-être dévoiler les secrets du passé de la Terre
et de son avenir. Les trous bleus. Les Bahamas comptent la plus forte concentration de trous bleus sur la planète. Dans les eaux sombres et profondes, c'est un écosystème unique sur Terre. Une mince couche d'eau de pluie recouvre une couche plus dense d'eau de mer. La couche d'eau douce empêche l'oxygène de l'air d'atteindre l'eau salée. Privées d'oxygène, des formes de vie extrêmes parviennent pourtant à prospérer dans ces eaux profondes. Les scientifiques qui ont plongé dans ces grottes y ont découvert des colonies de microbes, toxiques pour la plupart des autres organismes. En étudiant ces bactéries résistantes, capables de survivre dans les eaux anorexiques des trous bleus, les chercheurs peuvent approfondir leur compréhension de la vie sur la planète, en remontant à plus de 3 milliards d'années, lorsque la Terre était exempte d'oxygène et les bactéries la forme de vie primaire. Des conditions inhospitalières similaires existent sur des planètes et des lunes lointaines. Les mystérieux trous bleus des Bahamas peuvent détenir la clé de la survie dans les environnements privés d'oxygène, sur Terre et au-delà. Ces trous bleus servent également de capsules historiques. Leurs eaux, profondes et faibles en oxygène, sont idéales pour protéger les fossiles. Des squelettes remarquablement bien conservés de crocodiles anciens, de tortues et de chauves-souris ont été retrouvés ici. Sans les trous bleus, une grande partie des fossiles bahamiens aurait disparu, détruite par les ouragans et l'exposition aux éléments. Pour les plongeurs, chaque exploration d'un trou bleu est l'occasion de rendre visite à un passé étrange et lointain. C'est comme si vous plongiez dans les artères de la terre-mère. Vous traversez l'histoire géologique de notre planète. C'est comme voler et remonter le temps. Vous arrêtez de penser à autre chose. Ces vastes chambres sous-marines abritent des formations monumentales, suspendues comme des glaçons brillants, les stalactites. Elles se forment lorsque le calcaire, dissous dans l'eau, s'évapore dans l'air et se durcit sous forme de calcite. Au fil du temps, des quantités minimes de calcite gouttent du plafond de la grotte. La riche eau minérale qui suinte du plafond ou des stalactites crée les stalagmites qui remontent du sol de la grotte. Chacune de ces remarquables sculptures naît d'une seule goutte. Vous vous retrouvez dans un autre monde. Vous avez quitté le domaine de la vie normale et quotidienne. Vous êtes sous l'eau dans une grotte à parfois 180 mètres de la surface. Et vous êtes juste appréciatif et très concentré sur l'exploration de ce nouveau territoire. Rares sont ceux qui ont exploré les confins de ces vastes étendues d'eau souterraine. La plongée spéléologique est extrêmement dangereuse. Dans les profondeurs sombres, il est facile d'être désorienté. Un seul mauvais virage ou une défaillance de l'équipement et vous êtes condamné. Des centaines de plongeurs ont péri dans des grottes comme celle-ci. Moins de 20% des 1000 trous bleus bahamiens a été exploré. Ces sombres passages sous-marins représentent l'une des dernières frontières de la Terre. Sur l'île d'Eleuthera, un autre environnement sous-marin inhabituel continue de fasciner les scientifiques. Un lac intérieur d'eau salée, coupé de l'océan, abrite une créature intelligente et extraordinaire. La pieuvre de récif Caraïbe. Ce poulpe est censé être le plus intelligent de tous les invertébrés de la planète. Les experts estiment qu'il a l'intelligence, la mémoire et les compétences d'un enfant de 3 ans.
En captivité, il a réussi à dévisser un bouchon pour libérer un crabe enfermé à l'intérieur d'une bouteille. Dans la nature, une pieuvre peut se souvenir de l'emplacement d'un prédateur et rester à l'écart. Face à un danger, le poulpe s'arme de multiples stratégies de défense. C'est l'une des rares créatures capables de modifier complètement son apparence en un éclair. Juste au-dessous de sa peau, des milliers de cellules aux couleurs changeantes lui permettent de se fondre dans son environnement. Un réseau complexe de muscles et de nerfs contrôle sa peau, créant des bosses et des pointes qui correspondent à la texture des plantes ou des roches. Des prédateurs, comme le requin et le dauphin, peuvent nager au-dessus de la pieuvre sans même la remarquer. Si elle est découverte, la pieuvre peut s'échapper rapidement en aspirant l'eau dans son manteau et en l'expulsant à travers un tube pour se propulser. Lorsqu'elle est acculée, la pieuvre libère un nuage d'encre noire au goût désagréable pour aveugler et désorienter son attaquant et amoindrir son odorat le temps de s'échapper. S'il est attrapé par un prédateur, le poulpe recourt à sa botte secrète. Il est capable de perdre un bras, qui repoussera miraculeusement plus tard, sans préjudice durable. Dans ce lac d'eau salée, il existe peu de prédateurs, et la pieuvre nage librement, à l'affût des crabes et des mollusques. Elle saisit sa proie de ses bras puissants, longs de plus de 2 mètres, puis la paralyse avec un poison neurotoxique sécrété par sa salive. Les plus anciens fossiles de poulpes remontent à plus de 300 millions d'années. Bien avant l'âge des dinosaures, ces créatures ont parcouru les océans, s'adaptant parfaitement à leur environnement. La pieuvre possède 3 cœurs. 2 pompent le sang vers les branchies, un 3e maintient la circulation sanguine dans les organes. Lorsque la pieuvre nage, son 3e cœur cesse de battre. En rampant sur le corail, la pieuvre conserve ainsi sa précieuse énergie. Dans les mers peu profondes qui encadrent les îles des Bahamas, la lumière du soleil pénètre la surface, alimentant les algues marines qui, à leur tour, nourrissent l'un des doux géants de l'océan, le lamantin. Parfois appelées vaches de mer, ces créatures lentes et pacifiques ont pourtant évolué à partir du même animal terrestre que l'éléphant, il y a plus de 50 millions d'années. Long de 3 mètres et pesant jusqu'à 550 kg, un lamantin adulte moyen fait la taille d'un grand ours polaire. Sa queue puissante propulse le lamantin au-dessus des prairies marines. Il peut parcourir 5 à 8 km en 1 heure. Les lamantins sont de voraces herbivores et passent jusqu'à 12 heures par jour à se nourrir d'herbes marines, d'algues et de varechs. Au quotidien, un lamantin peut consommer l'équivalent de 10% de son poids corporel en plantes. Des poils rugueux entourent ses lèvres, lui permettant de détecter et de saisir les plantes, ce qui est particulièrement utile lorsque le lamantin s'alimente dans les eaux troubles. Les scientifiques pensent que ces poils sont aussi sensibles qu'un doigt humain. Comme tous les mammifères marins, les lamantins doivent remonter à la surface pour respirer. Un lamantin au repos peut rester immergé jusqu'à 20 minutes, en ralentissant sa fréquence cardiaque de 80% afin d'économiser l'oxygène. Lorsque le lamantin reprend son souffle, il remplace 90% de l'air de ses poumons. En comparaison, les humains en remplacent seulement 10%. Les lamantins sont poussifs et dociles. Ils n'ont pas de mécanisme de défense parce qu'ils n'ont pas de prédateurs naturels. Pourtant, ces créatures placides sont menacées d'extinction.
Les lamantins sont illégalement abattus par les chasseurs pour leur peau, négligemment pris dans les filets de pêche et tués accidentellement par les bateaux à moteur dans les eaux côtières peu profondes prisées par ces douces bêtes. À la surface, une autre créature marine à respiration aérienne reprend son souffle. La Cowan est la plus grande des tortues marines à carapace dure. Elle tient son nom anglais loggerhead de sa tête en forme de bûche. Cette femelle mesure environ 1,50 m, avec une carapace aussi large qu'une table pour 4 personnes. Les Cowan nagent lentement, mais sont capables d'accélérer jusqu'à 30 km/h lorsqu'elles fuient leurs prédateurs, tels que les requins. Vous vous sentez petit par rapport à elles, et elles sont si rapides et agiles sous l'eau. Même avec la meilleure flottabilité possible, nous ne sommes pas aussi bons nageurs qu'elles. Cette Cowan a de la compagnie. Le rémora est une créature hautement spécialisée. Sur le dessus de sa tête, une nageoire dorsale agit comme une ventouse et lui permet de s'accrocher sur la tortue pour un tour gratuit. Les rémoras se nourrissent des parasites et des bactéries de la carapace de la tortue, en plus des restes de nourriture. La Cowan passe ses jours à chercher de l'air à la surface, puis à replonger au fond pour traquer des proies. Ses mâchoires puissantes écrasent les méduses, les coquillages et les crabes. Les Cowan plus âgés, comme cette femelle, n'affichent aucune crainte vis-à-vis des plongeurs. Les tortues Cowan ont un rayon d'action très large. Une femelle adulte va migrer à des milliers de kilomètres de son aire d'alimentation pour pondre ses œufs sur la plage où elle-même est née des années auparavant. Ces eaux chaudes et peu profondes hébergent un autre nageur de longue distance, la tortue verte. Comme chez sa cousine, la Cowan, son comportement instinctif est remarquable. De minuscules particules magnétiques dans son cerveau lui permettent d'utiliser le champ magnétique de la Terre afin de localiser l'exacte portion de littoral où sa vie a commencé. Selon les observateurs, les nouveau-nés goûtent le sable de la plage avant de se précipiter dans les vagues. Une théorie serait que les tortues créent une mémoire chimique de leur lieu de naissance, afin d'y revenir 12 à 15 ans plus tard pour perpétuer le cycle de la vie. Vivre dans les eaux des Bahamas est une lutte. En revenant pondre ses œufs sur un lieu de nidification favorable, la tortue de mer augmente les chances de survie des générations futures. Contrairement à la plupart des tortues de mer, la tortue verte adulte est un véritable herbivore. Elle se nourrit exclusivement d'algues et d'herbes marines, qui colorent sa graisse de vert et lui donnent son nom. Elle mange plus de 2 kg d'algues marines par jour et impacte la croissance de ces plantes abondantes. Les tortues vertes sont le bétail de la mer. Sans elles, le sol sablonneux de la mer serait invisible. De magnifiques plages de sable blanc bordent les îles des Bahamas. Composé essentiellement de coquilles et de squelettes d'organismes marins, le fond de sable fin s'étend sur des kilomètres sous la mer et soutient la chaîne alimentaire océanique. Les plantes qui poussent dans le sable fournissent nourriture et protection aux poissons, qui attirent à leur tour l'une des créatures les plus ludiques et intelligentes de l'océan,
le dauphin tacheté de l'Atlantique. Il n'est pas facile de se rapprocher des dauphins, à moins qu'ils le veuillent. S'ils ne vous connaissent pas, ils ne savent pas si vous êtes une menace. Mais quand ils se sentent curieux et en sécurité, ils peuvent nager avec vous d'une manière très rapide et agile. Ce sont de véritables surfeurs sous-marins. Je ne dirais pas que c'est mystique, mais vous ressentez un sentiment d'amour quand vous vivez une telle expérience. Ils ont une telle intelligence, une telle puissance et une telle vitesse. Cela procure un sentiment agréable, même si parfois vous vous sentez un peu nerveux, parce que c'est un animal intelligent et que l'on ne sait jamais ce qu'il va faire. Les dauphins tachetés de l'Atlantique sont des animaux sociaux qui voyagent dans ces eaux côtières peu profondes en groupes de 10 à 100. Ces groupes peuvent inclure des mâles et des femelles adultes et de jeunes dauphins qui n'arborent pas encore leur tache légendaire. Comme les baleines, les dauphins respirent l'air à la surface de l'océan, grâce à un évent sur le dessus de leur tête. Et comme les baleines, les dauphins respirent en pleine conscience. Ils ne s'endorment jamais complètement. Un hémisphère cérébral reste toujours éveillé. Même endormi, le dauphin est capable de remonter à la surface pour respirer et de rester attentif aux prédateurs. Leur rapport cerveau-corps, qui est considéré comme une mesure de l'intelligence, arrive en deuxième position, après celui des êtres humains. Les dauphins utilisent le toucher et les postures pour communiquer. Ces trois-là se touchent les nageoires pour rester en contact lors d'accélération. Le fait de nager le ventre en l'air peut signaler l'intérêt d'un mâle pour l'accouplement. Dans un grand groupe social, une communication efficace est essentielle. Les dauphins utilisent des claquements et des sifflets pour rester en contact. Chaque membre du groupe siffle sa signature pour s'identifier. Un outil utile pour une mère qui surveille un petit. Les adultes émettent des impulsions de son pour discipliner les jeunes dauphins ou même pour effrayer les requins. Le plus impressionnant est la façon dont ces dauphins voient avec un sonar. Ce sont des experts de l'écolocalisation. En une seconde, ils émettent environ 500 claquements sonores qui voyagent dans l'océan, rebondissent sur des proies potentielles et révèlent, par écho répercuté, la taille, la forme et l'emplacement d'un repas potentiel. Ce système sensoriel est si précis que des dauphins ont été utilisés par la marine américaine pour localiser des explosifs sous-marins. Le complexe réseau social des dauphins a été conçu dans un seul but, la survie. Les dauphins coordonnent la chasse, l'élevage et la récolte de bancs de poissons. Un coup de sifflet signale une prise aux autres dauphins du groupe. Les dauphins tachetés de l'Atlantique prennent aussi part à des rituels post-mortem, que les chercheurs croient comparables au deuil. Les dauphins adultes utilisent leur dos et leur tête pour pousser vers la surface leurs petits récemment décédés, comme s'ils étaient réticents à s'en séparer. Les dauphins adultes peuvent ainsi conserver leurs jeunes morts jusqu'à 30 minutes avant de les abandonner à la mer, où ils nourriront d'autres créatures, dynamisant ainsi la chaîne alimentaire et assurant aux nouvelles générations une vie prospère dans ce monde sous-marin beau et complexe. Des riches récifs coralliens et des grottes sous-marines mortelles, aux super prédateurs de l'océan et autres créatures majestueuses liées à un passé préhistorique, les Bahamas sont un paradis pour les explorateurs et l'une des nombreuses merveilles de cette plongée dans le grand bleu. Aux Bahamas, nous avons une excellente visibilité. C'est tout. Je pense que ce qui est spécial ici, c'est le paysage géologique et le fait qu'il soit intact, vraiment intact. C'est un lieu magique, très calme. Vous y ressentez un contact et un sens de l'équilibre intense.
70% de la planète est composée d'eau. Du coup, la plongée vous rend vraiment proche de la vie de cette planète. L'île de Cozumel. Un merveilleux paradis pour la faune marine dans les eaux bleues sauvages de la mer des Caraïbes. La visibilité est incroyable. Le récif est absolument fabuleux. À chaque fois, j'en ai le souffle coupé. Voici la deuxième plus grande barrière de corail du monde. Un terrain de chasse sauvage pour les grands prédateurs au sommet de la chaîne alimentaire océanique. Les requins bulldogs sont de très grosses bêtes. On se sent tout petit dans l'océan. Humble et parfait. C'est ce qu'on voit, la perfection sous l'eau. Un voyage périlleux, tout au fond de centaines de kilomètres de grottes sous-marines sombres et mystérieuses. La plus petite erreur peut faire la différence entre la vie et la mort. On se retrouve très loin de la sortie. Le moindre incident peut nous coûter la vie. Un monde secret, autrefois considéré comme sacré, où seuls les plus braves osent s'aventurer. C'est comme un autre monde. Cozumel, une île paradisiaque luxuriante baignée par les eaux saphirs de la mer des Caraïbes. À 30 km au large de la côte orientale de la péninsule mexicaine du Yucatan. Située sur un sol calcaire, Cozumel abrite le plus grand réseau de récifs des Amériques, le récif corallien mésoaméricain. Le récif est un milieu sauvage sous-marin qui offre un refuge à une éblouissante myriade de coraux et à des centaines d'espèces de poissons. Comme le poisson perroquet, amateur de corail, ou le magnifique poisson grenouille, timide et insaisissable. Une visibilité cristalline, une eau turquoise et des centaines de kilomètres de galeries sous-marines, obscures et mystérieuses, ont fait de Cozumel un paradis pour plongeurs. Rendu célèbre par l'océanographe Jacques Cousteau au tout début des années 60, la barrière de corail au sud de l'île est aujourd'hui un parc national maritime. Les récifs coralliens couvrent moins d'1% des océans du monde. Et pourtant, un quart de toutes les créatures marines vivent sur le récif à un moment donné de leur vie. Dans les eaux chaudes bleu outre-mer qui séparent Cozumel de la péninsule du Yucatan, le fond de sable blanc est agité par le plus féroce prédateur de l'île, le requin bulldog. Lourd et puissant, le requin bulldog écume les eaux chaudes et peu profondes. Cette partie du Yucatan, près de la ville de Playa del Carmen, abrite l'une des plus grandes colonies de requins bulldog des Caraïbes. Trois mois par an, en hiver, les femelles, dont beaucoup sont pleines,
élise domicile dans ces eaux turquoises avant d'aller mettre bas dans les eaux douces toutes proches. Normalement, on les aperçoit faire des cercles au loin. On s'agenouille sur le sable et on attend qu'elles viennent. C'est très excitant comme expérience. On les voit d'abord de loin et petit à petit, elles se rapprochent. Ce sont de très grosses bêtes. On se sent tout petit dans l'océan. Long de plus de 3 mètres, aussi lourd qu'un grizzly, le requin bulldog nage lentement au-dessus du fond. On peut le croire léthargique, mais il est capable d'accélérer brutalement pour attraper les petites proies agiles avec ses dents larges et triangulaires, dentelées comme une lame de scie. Les requins bulldogs sont des chasseurs infatigables, forgés par 400 millions d'années d'évolution. Le museau du requin abrite des capteurs électrosensibles appelés ampoules de Lorenzini, utiles pour détecter les proies comme les poissons osseux, les requins plus petits ou les raies. Les requins captent les petites impulsions électriques émises par les animaux quand ils se déplacent. Quand un animal est en difficulté et se débat, ses impulsions électriques sont plus fortes et attirent le requin affamé. Des cellules sensorielles ciliées de la peau, appelées neuromastes, détectent les vibrations dans l'eau et analysent pour le requin la vitesse et la direction qu'a prise sa proie. Le squale est donc capable de chasser dans le noir complet. La mâchoire supérieure du requin bulldog est 8 fois plus puissante que celle de l'homme. Malgré ce formidable pouvoir et leur aspect effrayant, ces requins sont dociles au contact de l'homme. Quand on plonge avec des requins bulldogs, on plonge avec de vrais requins. Et c'est normal d'avoir un peu peur, mais il faut les respecter. Et rester là à les regarder tourner autour de vous, c'est incroyable. J'adore les requins. Les gros requins sont tout pour moi. Et les voir nager autour de moi, c'est exaltant. Vraiment. Quand on les voit, on se sent tout de suite humble et on admire leur perfection. C'est la perfection sous l'eau. Ils fréquentent surtout les eaux côtières peu profondes, mais on trouve aussi des requins bulldogs dans des lieux plus surprenants, les rivières. Contrairement à la plupart des requins, ils peuvent survivre indifféremment et pendant de longues périodes dans l'eau salée ou dans l'eau douce. On en a même trouvé dans le fleuve Amazone et le Mississippi. Les requins sont des créatures qui ont évolué dans les eaux océaniques pendant plusieurs centaines de millions d'années. Pour survivre, ils doivent retenir le sel dans leur organisme. L'eau douce est fatale à la plupart des squales. Mais les requins bulldogs ont développé des reins capables de recycler le sel à l'intérieur de leur organisme, ce qui leur permet de bien tolérer l'eau des fleuves. Bien installé au sommet de la chaîne alimentaire, le requin bulldog adulte n'a pas de prédateur naturel. Mais parce qu'il fréquente les eaux côtières et les ports d'eau douce, il est menacé par la pollution, la perte de son habitat et la pêche, pris accidentellement dans les filets ou impitoyablement tué pour satisfaire une demande,
la soupe aux ailerons de requin. Les grands prédateurs comme les requins bulldogs sont essentiels à l'écosystème océanique. Gros mangeurs, ils régulent la population des autres espèces. Une chute importante du nombre de gros requins pourrait avoir de lourdes conséquences. Les proies se multiplieraient, mettant à mal le fragile équilibre de la chaîne alimentaire océanique. Sur ces fonds sableux, le requin bulldog ne chasse pas seul. Une raie pastenague, de presque 2 mètres d'envergure, fouille le fond de l'océan à la recherche de palourdes, d'huîtres et de moules que les vigoureux battements de ses nageoires pectorales révèlent. La raie pastenague est parfaitement adaptée à la vie sur ces fonds océaniques. Son corps plat s'accorde aux nuances du sable et la dissimule aux yeux des requins ou des raies plus grandes. Un dard venimeux à la base de sa queue peut infliger des blessures douloureuses aux prédateurs, mais aussi aux humains, qui marcheraient par hasard sur une raie alors qu'elle repose à demi enfouie dans le sable doux. Il est vivement conseillé d'adopter une conduite spécifique. Marcher en laissant traîner les pieds, pour alerter la raie de la présence d'un danger et éviter ainsi une rencontre potentiellement douloureuse avec l'animal. Deux langoustes sont dissimulées dans un creux des coraux. Elles agitent des antennes plus longues que leur corps pour décourager d'éventuels attaquants ou simplement éloigner les curieux. Au-delà des fonds sablonneux, le récif de Passo del Cedral, à 20 mètres sous la surface, transforme un paysage apparemment désertique en jardin d'Éden. Passo del Cedral est un de mes coins préférés pour plonger. Il n'est pas aussi grand que d'autres récifs, mais justement, il déborde de vie. Mon spot favori, c'est Passo del Cedral, parce qu'il y a de la vie comme nulle part ailleurs. Ce n'est pas une grosse barrière de corail comme au sud, mais c'est tellement vivant. Les récifs comme Passo del Cedral abritent près d'un quart des espèces marines de la planète. En heurtant le récif, les courants océaniques font remonter des profondeurs les nutriments qui attirent un très riche éventail de créatures marines. La tortue de mer à écailles. Sa carapace profilée facilite la nage. Elle file dans l'océan. De loin, on croit que c'est une pierre entourée de poissons-anges. Mais quand on se rapproche, on voit que c'est une tortue, en fait, qui est en train de se nourrir. Et elle se moque que vous soyez là.
On trouve surtout les tortues à écailles sur les barrières de corail qui sont riches de leur nourriture préférée, les éponges de mer. Leur tête étroite et leur bec crochu s'occupent d'extirper les éponges des crevasses coralliennes, puis leurs puissantes mâchoires édentées les écraseront. Certaines éponges sont hautement toxiques et même mortelles pour les autres créatures. Mais la tortue absorbe ces dangereuses toxines dans sa graisse sans souffrir d'effets secondaires. La tortue à écailles est omnivore. Elle mange aussi des algues, des oursins de mer et des méduses. Sa carapace et sa tête caparaçonnée la protègent des cellules urticantes de la méduse. Même si elles passent l'essentiel de leur vie sous l'eau, les tortues sont des reptiles. Elles doivent remonter à la surface pour respirer de l'oxygène. Quand elle se repose, la tortue peut rester immergée des heures. Une tortue en action, qui plonge pour se nourrir ou qui fuit un prédateur, doit respirer plus souvent. Comme tous ses congénères, la tortue à écailles a une grande carapace qui protège ses organes vitaux. Ce bouclier est aussi une défense contre les prédateurs comme les requins ou les crocodiles. Mais cette même carapace a failli causer son extinction. Magnifiquement colorée, cette armure d'écailles, la scutelle, est très recherchée pour la fabrication de bijoux et d'accessoires, un matériau connu sous le nom d'écaille de tortue. Malgré son statut d'espèce protégée, ses œufs restent un mets raffiné, et les tortues adultes sont tuées pour leur chair et leurs écailles, ou prises accidentellement dans les filets de pêche. En haute mer, elle se propulse grâce à ses longues nageoires pectorales en forme de raquette. Les tortues à écailles sont les descendantes de reptiles qui sillonnaient les océans il y a plus de 100 millions d'années. Gracieuses, ancestrales, elles sont le lien irremplaçable avec notre passé préhistorique. Les tortues de mer ont une espérance de vie de 80 ans, mais ce sont des bébés comparés aux plus anciens animaux de ces eaux. Les barrières de corail. Le corail est un organisme vivant et les plus anciens récifs connus ont entre 5000 et 10 000 ans. Pourtant, partout dans le monde, ils sont menacés par la pollution, les pratiques de pêche destructrices et les effets du changement climatique. Une eau trop chaude pousse les algues à quitter les tissus coralliens, privant l'animal de sa principale ressource alimentaire et livrant le récif aux maladies. Le récif, à Paso del Cedral, abrite une faune marine si dense qu'il faut regarder attentivement pour apercevoir la plus timide, la plus secrète des créatures. Ce qui est bien à Paso del Cedral, c'est qu'on peut voir le poisson-grenouille splendide. On ne le trouve qu'ici, à Cozumel, alors c'est très particulier. On les voit se cacher dans des petits trous, et ils sont très timides. Les poissons-grenouilles sont loin d'être des nageurs puissants, et voyager sur de longues distances n'est pas chose facile pour eux. En conséquence,
des colonies peuvent se retrouver géographiquement isolées, ce qui crée des populations endémiques. Pour trouver un poisson-grenouille, les plongeurs doivent repérer les indices de leur présence, les lignes dans le sable formées par la barbe du poisson. Comme beaucoup de poissons de fond, les yeux du poisson-grenouille sont sur le haut de sa tête pour pouvoir repérer les proies au-dessus. Dans ces eaux tropicales, la faune marine est largement concentrée sur le récif. Le poisson-ange français nage sur le côté pour réduire sa surface corporelle et nager plus facilement dans le courant. C'est une espèce rare de poisson d'océan. Alors que la plupart des poissons se séparent après l'accouplement, ces poissons-anges français ont tendance à rester en couple, à se nourrir ensemble et s'aident même mutuellement à défendre leur territoire contre les autres poissons. Un couple de poissons-anges gris se nourrit sur le récif. Comme tous leurs congénères anges, ils mangent surtout des éponges de mer, qu'ils arrachent au récif avec leur bouche petite mais puissante. Des rangées de dents imbriquées découpent la surface extérieure dure de l'éponge. Une épaisse couche de mucus, sécrétée par le poisson-ange, recouvre ensuite le repas, protégeant son estomac des épines de l'éponge, censées décourager les prédateurs. Plus loin dans le récif, l'une des créatures marines les plus étonnantes, un poisson ange royal bleu électrique. Ses couleurs vives et brillantes ne l'empêchent pas de se fondre dans le labyrinthe multicolore de coraux. Lorsqu'il passe sous une arche corallienne, le poisson ange royal brille d'une lueur iridescente. Riche en nutriments, le récif de Cozumel a transformé ses eaux peu profondes en un aquarium géant. Ne s'éloignant jamais des coraux, un poisson ange noir et jaune resplendit dans ce décor. Ces petites nageoires empêchent le poisson lime de nager vite. Il évite les hauts fonds et écume le récif en quête d'éponges et d'algues dont il se nourrit. Quand il se sent menacé, le poisson lime gribouillé se cache dans les crevasses. Les épines de sa tête et de son ventre se dressent pour bloquer sa position. Un coffre à cornes. Son corps est caparaçonné dans une armure qui le protège des prédateurs. Des ouvertures près des branchies lui permettent de respirer. De puissantes nageoires pelviennes arrondies l'aident à se déplacer rapidement tandis qu'il inspecte le corail à la recherche d'invertébrés. Ce n'est pas facile de trouver de la nourriture sur le récif. Le poisson-capitaine utilise son long museau en forme de groin pour fouiller le fond marin à la recherche de petits crustacés qu'il écrase ensuite de ses puissantes mâchoires. Une des plus remarquables créatures du récif s'attaque à des proies d'un tout autre type.
c'est le poisson perroquet. Il peut changer de couleur, de motif et même de genre, de manière répétée. Le changement de sexe se produit quand la population baisse et qu'il faudrait davantage de mâles ou de femelles en âge de se reproduire. Pendant son sommeil, le poisson perroquet sécrète un cocon de mucus clair qui le protège de parasites comme les isopodes hématophages. Les isopodes, connus comme les moustiques de la mer, sont de dangereux prédateurs. Ils boivent le sang des poissons pendant leur sommeil. Mais la caractéristique majeure du poisson perroquet est peut-être son régime alimentaire. Ces poissons se nourrissent principalement de coraux et d'algues qui poussent sur les récifs. Leurs dents solides et courbées comme un bec arrachent non seulement le corail vivant, mais aussi son squelette. D'autres dents broyeuses, placées dans la gorge, écrasent le corail, libérant les polypes chargés en algues dont se nourrit le poisson perroquet. Le matériau pulvérisé ingéré par le poisson passe ensuite dans son tube digestif avant d'être redéposé dans l'océan sous la forme de fines particules de sable blanc. Un poisson perroquet peut produire 90 kg de sable par an. Quand vous voyez un poisson perroquet laisser une trace derrière lui, c'est du sable qui finira par être ramené sur la plage. C'est la contribution du poisson perroquet au récif de Cozumel. La forêt tropicale du Yucatan fait partie de la grande étendue de forêts tropicales en Amérique centrale. Sous cette jungle immense se trouve l'une des plus vastes frontières sauvages de la planète. Un monde secret souterrain où seuls les plongeurs les plus courageux s'aventurent, les cénotés. Quand on plonge dans les cénotés, on entre dans un environnement clos composé d'eau douce. C'est très serein, très paisible. On est dans la jungle et donc proche de la nature. La jungle s'élève sur un épais manteau calcaire qui faisait autrefois partie d'un récif submergé. Il y a plusieurs millions d'années, les eaux pluviales rendues acides par le dioxyde de carbone contenu dans le sol se sont infiltrées dans la terre et ont rongé le calcaire, créant un immense réseau de caves souterraines inondées par les nappes phréatiques. S'étendant sur des centaines de kilomètres, ces réseaux d'eau souterraine, les plus longs du monde, se trouvent dans ces chambres souterraines. Quand on arrive sous cette structure, on est totalement dans le noir. On a sa lampe, un guide, et on se retrouve en paix avec soi-même. On est très détendu. C'est une plongée lente, très paisible. Peu de plongeurs sont allés au bout des galeries sous-marines du Yucatan. Les explorateurs qui se glissent dans ces tunnels étroits et labyrinthiques ne peuvent compter que sur eux-mêmes.
Plonger dans ces galeries, c'est réputé dangereux. On est loin des sorties. On doit être bien préparé avec 2 bouteilles, 2 régulateurs, des équipements de plongée très pointus. La moindre faille dans l'équipement ou la logistique peut provoquer un accident mortel. Sous l'eau, une pancarte avertit du danger. Des centaines de plongeurs du monde entier ont péri dans des galeries comme celle-là. Dans ces profondeurs obscures, à des centaines de mètres d'une sortie, on est vite désorienté. Dans les grottes submergées du Yucatan, se perdre sous l'eau avec une réserve limitée en oxygène peut être fatal. Pour ne pas se perdre, les plongeurs déroulent un fil d'Ariane au fur et à mesure de leur progression. Ces câbles indiquent le chemin vers la sortie et la sécurité. Ces plongeurs courageux n'ont pas été les premiers à plonger dans ces cathédrales submergées. Des poissons-chats blancs prospèrent dans l'obscurité de ce monde oublié. Ils se nourrissent la nuit, fouillant les grottes en quête des invertébrés qui vivent sur le fond marin. Dans l'obscurité des grottes, de gigantesques formations pendent du plafond. Ce sont les stalactites, des millions de stalactites. Du calcaire se dissout dans l'eau et durcit, devenant de la calcite. Avec le temps, de minuscules quantités de calcite s'accumulent et tombent goutte à goutte de la voûte. Les souffles d'air et les courants marins contribuent à façonner ces sculptures sauvages qui vont de quelques centimètres de haut à la taille d'une maison de 2 étages. Pourtant, chacune d'entre elles est née d'une simple goutte. Une eau minérale riche qui suinte du plafond, où tombent goutte à goutte des stalactites, crée des stalagmites qui jaillissent du sol des grottes comme des cônes de circulation. C'est difficile à croire qu'un endroit aussi près des côtes, au milieu de nulle part, puisse être aussi magnifique sous l'eau. Et il y en a qui ont des poches d'air, donc on sort et on admire. Ça ne ressemble pas à ce qu'on voit habituellement. C'est une plongée complètement différente. Dans la forêt tropicale de la péninsule du Yucatan, il n'y a ni cours d'eau ni rivière. Les cénotes. Les entrées submergées de ces grottes sous-marines étaient autrefois le seul accès à l'eau douce pour l'une des plus grandes civilisations primitives du monde, les Mayas. Le mot cénote signifie « puits sacré ». Les Mayas ont construit des villages autour de ces puits inondés qu'ils pensaient être le portail vers le monde des dieux. Sur le riche récif coloré de Cozumel, la bataille pour la survie est quotidienne. L'abondance des proies font de ces eaux un excellent terrain de chasse pour les prédateurs affamés. Des prédateurs comme la raie aigle mouchetée. Larges de 3 mètres, aussi lourdes qu'un piano à queue, ces raies sont les géantes de Cozumel. Propulsée par les battements puissants de ses nageoires pectorales ailées, la raie aigle file dans les eaux profondes.
Sa queue en forme de fouet, équipée de 2 à 6 dards venimeux, lui permet de se défendre contre les prédateurs. Sa vitesse et sa taille la protègent, même des plus gros requins qui écument ses eaux. Le requin nourrice. Dans cette zone, on a de grandes chances de tomber sur un requin nourrice. Ils aiment bien se cacher sur les fonds sableux, sous les surplombs, pour s'abriter des courants. Les requins nourrices sont avant tout des créatures nocturnes. Ils passent leur journée à se reposer pour économiser leur précieuse énergie. Contrairement à d'autres requins requiem qui doivent constamment nager pour forcer l'arrivée d'eau oxygénée dans leurs branchies, les requins nourrices peuvent respirer en position stationnaire. Des muscles entourant leur bouche aspirent l'eau qui inonde ensuite leurs branchies. Trop lents pour chasser de jour, ils préfèrent chasser la nuit. Ils aspirent leurs proies endormies en s'aidant de leur barbille sensorielle. Même si ce sont des nageurs lents, les requins nourrices sont de redoutables prédateurs. Ils mesurent jusqu'à 3 mètres de long et peuvent peser 150 kg, la masse corporelle moyenne d'un pilier de rugby. Leur puissante mâchoire pulvérise la dure carapace des crustacés, qu'ils dévorent ensuite par succion, à l'aide de milliers de dents aiguisées et irrégulières. Ce couple de requins nourrices, qui patrouille sur le récif, est rejoint par des prédateurs plus féroces encore, les barracudas. En forme de couteau de chasse et tout aussi dangereux, le barracuda est un prédateur d'élite. De petite taille, des dents en lame de rasoir doublées d'une rangée de crocs en forme de poignard, il peut alors déchiqueter ses proies pour les digérer facilement. Longs et fins, les barracudas sont terriblement rapides, capables de fendre l'eau à une vitesse de 40 km/h à la poursuite d'une proie. Leur capacité à gonfler et dégonfler leurs nageoires pelviennes leur permet de se glisser dans les crevasses du corail pour y traquer les petits poissons de récif. Quand ils chassent au pied des récifs, les barracudas peuvent changer de couleur pour se fondre dans leur environnement et surprendre des proies inattentives. Avec tous ces barracudas en chasse, les vivanos dents-chiens seraient bien avisés de ne pas baisser la garde. Ces poissons se déplacent en bancs serrés d'une trentaine d'individus, sillonnant le récif en quête de crustacés, comme ce Bernard l'ermite caché dans la coquille vide d'un escargot de mer. Survivre sur le récif est un vrai combat, et se camoufler peut sauver la vie. Plutôt que de se cacher dans le sable, comme le Bernard l'ermite, le crabe de corail se fond dans les décors, parvenant à imiter la couleur et la texture du corail. Plus loin sur le récif, voici un roi du camouflage, plus talentueux encore, le poulpe des récifs caribéens.
l'une des rares créatures sur la planète à pouvoir changer son apparence en un clin d'œil. Des milliers de cellules sous-cutanées qui changent de couleur font naître à la surface de sa peau des formes et des motifs qui s'harmonisent avec les rochers et les coraux voisins. On les voit changer de couleur, on les voit se balader et chasser. Ce sont des champions du camouflage. Dès qu'on les voit, ils arrêtent de bouger, ils se déploient et ils changent instantanément de couleur. C'est spectaculaire. Pendant la journée, le poulpe se cache sous des surplombs. La nuit, il sort et il chasse avec une technique qu'on appelle « faire la tente ». Il étend ses tentacules palmés en large canopée qu'il utilise comme un filet de pêche. C'est incroyable à voir. Mais le fond de l'océan sert de refuge à d'autres créatures insolites. Le poisson-grenouille, aussi doué dans l'art du camouflage, attend qu'une proie passe. Ils sont excellents en camouflage et ils ne bougent pas d'1 millimètre. Vous pouvez en fixer un sans vous rendre compte qu'il est là. Chasseur doué, le poisson-grenouille tortille son épine dorsale en forme de tige pour attirer sa proie, qu'il attaque ensuite avec une efficacité redoutable. Le poisson-grenouille est petit, mais il peut agrandir 12 fois la taille normale de sa bouche pour attraper des proies plus grosses à l'aide de dents pointues comme des aiguilles. Le concombre de mer a un mécanisme de défense très particulier. Il se mutile lui-même. Quand il est menacé, le concombre de mer va contracter ses muscles pour expulser par l'anus certains de ses organes internes. Cette action va dérouter et éloigner les prédateurs. Les parties sacrifiées se régénéreront. Comme tous ses congénères, ce concombre de mer respire en aspirant l'oxygène par l'anus avant de le rejeter. Un ver barbelé se nourrit sur les coraux, faisant passer sa taille de 5 à 10 cm. C'est l'une des plus petites créatures du récif, mais les plongeurs doivent faire attention. Les piquants du ver barbelé peuvent percer la peau et injecter un venin très puissant. Les conséquences peuvent être douloureuses, entraînant souvent vertiges et nausées. Plus petite encore que le ver barbelé, l'hippocampe n'est pas plus gros que le pouce. Il s'agrippe aux coraux avec sa queue de singe. Les hippocampes ne sont pas de puissants nageurs et peuvent être emportés par le courant au milieu d'un blizzard de neige marine, des matières organiques en décomposition qui tombent de la surface. Des formations coralliennes spectaculaires, au monde secret souterrain. Des prédateurs les plus redoutables aux magnifiques géants des mers. Les eaux peu profondes de la péninsule du Yucatan abritent tout un monde dans ces récifs coralliens. Et c'est une plongée merveilleuse dans le grand bleu. Dans la même semaine, vous pouvez plonger dans des grottes, dans le récif, ou plonger pour voir des requins. Normalement, les plongeurs parcourent le monde pour voir tout ça. Mais ici, vous pouvez faire tous les types de plongées dans des sites variés, mais au même endroit.
Pour moi, le meilleur endroit pour plonger, c'est Cozumel, aux Caraïbes. On a des milliers d'années d'histoire avec les stalagmites et les stalactites. Les Mayas croyaient que c'était le passage vers les enfers. C'est un peu effrayant, mais c'est incroyable à voir. C'est comme entrer dans un autre monde. J'ai beaucoup voyagé, mais ça me fait toujours quelque chose de revenir plonger à Cozumel. Ça me coupe toujours autant le souffle.